La vice-présidente des États-Unis d'Amérique et candidate du parti Les démocrates Kamala Harris a été face à Donald Trump, candidat des Républicains et ancien locataire de la Maison-Blanche le 10 septembre dernier. Pendant 1h30, les deux candidats étaient confrontés dans un débat houleux justement pour la course à la magistrature suprême. Que retenir de ce premier face-à-face entre ces deux candidats? C'est la question qui nous intéresse dans cette édition de l'After News sur Global LTV. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On fait l'analyse et le décryptage avec nos invités tout de suite. Voilà, mesdames, messieurs, une fois encore, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition, l'After News sur Global LTV. On va rester d'abord sur ce plateau avec notre consultant permanent, le docteur Col François. Docteur, bonsoir. Bonsoir Pythagore, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à tous nos correspondants, nos panélistes qui sont hors du pays, qui sont plutôt ailleurs et bienvenue. Une fois de plus, nous sommes heureux d'être là pour contribuer à émanciper les mentalités africaines. Voilà, merci Dr Col François, habitué de ce plateau. On va aller à présent du côté des États-Unis d'Amérique où nous attend également John Mandeng. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Pythagore et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent en direct sur Global LTV de par le monde. C'est un plaisir partagé d'être votre invité ce soir pour répondre aux questions que vous aurez à poser sur le débat présidentiel qui a eu lieu il y a 2 jours entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump. Un coucou particulier à l'invité du jour également. Merci. Et voilà, quand il dit bonjour, on comprend tout à fait parce qu'il est du côté de Washington DC, aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, on va aller du côté de l'Afrique de l'Ouest. Il est journaliste, analyste, géostratège, mais aussi rédacteur en chef pour justement le magazine Nouveau Manager. Il s'appelle Yehedafou Kouchemin. Vous êtes au Bénin. Bonsoir, bienvenue. Bonjour Pythagore Lakoudi, merci de m'inviter sur ce plateau. Je salue également les nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de Global LTV. Salut à vous, chers copanélistes. Voilà donc notre panel qui est constitué. On va revenir à vous, chers messieurs, tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à prendre ce reportage pour planter le décor de la thématique qui constitue l'ossature de cette édition de l'After News. Ce reportage est signé Colin Bécatal. Le débat qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump dans la nuit du 10 septembre 2024 n'était de nature qu'à entretenir l'intérêt des téléspectateurs du monde. S'il n'est pas établi que le vainqueur de ces échanges le soit d'office au lendemain du scrutin, l'épreuve donne toutefois une idée de ce vers qui penche le cœur des électeurs. Du point de vue de plusieurs observateurs, Kamala Harris aura été au-dessus du candidat républicain. Pas surprenant que la balance commence à pencher en faveur de la démocrate. À Pittsburgh, par exemple, aux États-Unis, Trump est d'ores et déjà perçu comme un homme dangereux. The opponent, Mr. Trump, is bad news for this country, I think. D'autres vont jusqu'à penser que la victoire de Trump relèverait d'une absurdité. I don't know how anybody could vote for Trump. Le dynamisme de Kamala pourrait conduire davantage de femmes au vote en faveur des démocrates selon cet autre avis. There have been some articles about Republicans registering more voters, but when women vote, Democrats win, and I think there's going to be a big women turnout this election. En faveur des républicains, quelques notes d'approbation sans ferme conviction. We've had Democrats in office and it's like prices went up. Everything just skyrocketed and went haywire. Trump is Trump. So I like him because he's very outspoken, so we know what to expect. Il est surtout bien de retenir que le scrutin, malgré tout, est fait de beaucoup de surprises. Voilà, merci Colin Bécatal pour cet élément. Papa Jody, on va commencer par vous. Vous êtes du côté des États-Unis d'Amérique. Dites-nous quelles sont les tendances justement de ce côté après la tenue du débat qui opposait Kamala Harris, la candidate des démocrates, à Donald Trump, le candidat des républicains, quand on sait qu'il ne reste plus que quelques semaines avant l'échéance électorale.
Alors, à 54 jours précisément de la tenue de l'élection présidentielle, la tendance après ce premier débat présidentiel entre la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, et l'ancien président Donald Trump, candidat républicain, la tendance, disais-je, est en faveur de Madame Kamala Harris. Et j'en veux pour preuve le premier sondage national qui est sorti hier soir et qui lui attribue 47% des suffrages contre 42% pour Donald Trump. La candidate démocrate a été très offensive dès l'entame de ce débat et a mis l'ancien président républicain en difficulté. Kamala a bousculé Trump et là, nous avons pu observer que dès le début, elle a envahi son espace physique, lui a tendu la main et ce dernier n'a eu de choix que de serrer sa main. Ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait en 2016 avec la candidate démocrate de l'époque, Madame Hillary Clinton. Il va sans dire que les deux nous ont clairement présenté une vision opposée de l'Amérique. Les deux se sont constamment, à moult reprises, accusés de mentir en abordant les différentes thématiques de cette élection qui sont l'économie, les droits reproductifs, l'éducation, l'immigration et la politique étrangère. Alors, Trump nous est apparu très fatigué, perplexe, à court d'arguments et constamment sur la défensive. Et Madame la vice-présidente Kamala Harris n'a pas hésité à nous dire qu'il passait son temps à propager un tissu de mensonges sur notamment les droits reproductifs ou l'avortement et que cela représentait en quelque sorte une insulte pour les citoyennes américaines. Voilà, merci beaucoup John Mandeng pour cet avis. Je rappelle, et je le disais tout à l'heure, vous êtes du côté des États-Unis d'Amérique, alors vous suivez de très près cette actualité. On va revenir sur le plateau avant d'aller du côté du Bénin. Docteur Cole-François, de votre point de vue, dites-nous au regard de ce débat qui est bien lancé dans cette course à la magistrature suprême. Déjà, le débat s'inscrit dans une tradition américaine. En réalité, le débat ne va pas apporter grand-chose en termes des résultats définitifs des élections. Les Américains ne vont pas voter les gens parce qu'ils ont bien discouru, ils ont bien débattu, ils ont eu des tendances, puisqu'en réalité, ils savent que ce n'est pas ça qui va faire l'Amérique de demain. Si vous regardez très bien, en 2016, par exemple, nous savons que sur les suffrages vraiment estimés, Hillary Clinton était vainqueur. Mais à cause du fait qu'aux États-Unis, l'élection est presque à suffrage indirect, c'est Donald Trump qui s'en sort bien parce que le nombre de grands électeurs engrangés, c'est-à-dire qu'après la première élection qui donne droit au dénombrement des grands électeurs, à ce niveau-là, Donald Trump est donc vainqueur. Je crains que les Américains ne soient pas encore prêts à voir une femme les gouverner. Maintenant, revenons un peu au débat. Non, je ne voudrais pas que les gens se méprennent. Donald Trump est un renard en politique. Ce n'est pas un politicien à la base, mais c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires ont ceci de particulier, c'est qu'ils savent prendre le risque de leur argent. Aucun homme d'affaires ne vous dira que quand il lançait le projet qu'il avait, il était sûr qu'un an, 2 ans, 5 ans plus tard, il deviendra le maniaque, n'est-ce pas, du domaine dans lequel il sera lancé. Vous savez, par exemple, le fait que l'Amérique est une monnaie purement fluctuante qui est adossée sur des cours qui eux-mêmes ne maîtrisent pas. Quand on est donc un homme d'affaires, ça veut dire qu'on est assez courageux, on sait où on va et parfois on sait appâter sa proie. Moi, j'ai plutôt vu un Donald Trump très appartant, c'est-à-dire qui a attendu des pièges à Kamala Harris. C'est pas plutôt l'inverse, Dr. Cole-François? Non, parce que c'est Kamala Harris qui avait tout approuvé. N'oublions pas que Kamala Harris arrive dans la course à la présidentielle comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 mois,
peut-être qu'elle pensait pouvoir un jour être candidate, mais elle n'était pas certaine qu'en septembre, on l'appellerait candidate à la présidentielle. Donc, quand elle vient, je me rappelle encore de ce que Barack dit, avant de lui donner toute son approbation et son soutien. Barack dit, quand Joe Biden se retraite, il dit, là, nous avançons vers l'inconnu. Moi, je n'ai jamais oublié cette phrase. Il était donc question pour Kamala de prouver qu'elle n'est pas l'inconnu dont les uns et les autres parlent, qu'elle n'est pas l'incertitude dans laquelle ses propres partisans parlent. Vous voyez, la motivation naît et l'engouement, le soutien va venir déjà même de par la collecte d'argent qui est donnée. Elle se dit, mais les gens sont en train de me faire confiance. Alors, il faut aller étudier les discours de Donald Trump. C'est un peu sur ça que Kamala Harris joue. Est-ce qu'elle n'a pas réussi donc, Dr Cole-François? Je dis, dans un point de vue, on a l'impression qu'elle a réussi. Oui. Mais qu'est-ce que Donald Trump, pour moi, de mon point de vue, aurait réussi? Donald Trump aurait réussi à amener Kamala Harris à s'exprimer. Jusqu'ici, je ne pense pas que de façon claire, on voit une Kamala Harris totalement détachée de Joe Biden. On a toujours l'impression que peut-être le fait d'avoir travaillé avec Joe Biden pendant presque 4 ans, et en travaillant sur son ombre pratiquement, on a l'impression que c'est Joe qui est en train de se reproduire au travers de Kamala. Mais par contre, n'oubliez pas que Donald est un homme extrêmement dangereux en termes de débat. D'ailleurs, peut-être on va y arriver. Quand il prend le langage, comment vous appelez souvent ça? C'est-à-dire les anecdotes des animaux domestiques qui se font déguster par les immigrés qui sont entrés aux États-Unis. Grâce à qui? À la politique de Kamala Harris, qui aujourd'hui ne sont pas seulement dans les États qui bordent l'Amérique latine, mais qui sont pratiquement entrés à l'intérieur des États-Unis, qui commencent à être une peste pour les Américains. En fait, Donald Trump, quand on a dit que le prochain débat devrait avoir lieu, il y a dissension. Donald Trump propose un axe de réflexion, Kamala Harris propose un axe de réflexion. Aucun des deux ne veut plus débattre. Chacun veut qu'on débatte selon son créneau et son axe. Pourquoi ils le font? Parce qu'aux États-Unis, comme en France, par exemple, dans les grandes démocraties en général, toutes les chaînes de télévision sont partisanes. Il n'y a pas de chaîne neutre dans les grandes démocraties. Vous allez voir, par exemple, quand on va à CBC, à CNN, et ainsi de suite, quand on y va, on sait à peu près la ligne éditoriale, qui est-ce que cette chaîne soutient. Il n'y a pas de neutre. Alors, actuellement, après ces débats-ci, les uns et les autres se disent, Donald Trump a baissé la garde, il s'est laissé fouiller, il s'est laissé acculer, il est sorti son gant, on l'a humilié. Pourtant, Donald Trump lui-même, à la fin du débat, dit que c'était un très bon débat. Et pourquoi est-ce qu'il va apprécier le débat? Est-ce qu'il faut apprécier possiblement un débat dans lequel vous êtes sorti perdant? Non, lui il sait qu'il est sorti de ce débat grandi. Et je vous dis que si lui il pense qu'il est sorti de ce débat grandi parce qu'il pense avoir amené Kamala Harris à exprimer, à se vider. Et je vous dis, si un prochain débat, je suis très certain, Kamala Harris ne pourra pas lever le doigt. Rappelez-vous, Joe est quand même un fin politicien. Joe était candidat à l'élection présidentielle, je crois, avant, il a été policier de Barack Obama. Après, il est devenu président, après Donald Trump. Mais si Joe a eu de la peine au dernier débat, bon, on va dire que c'était à cause, n'est-ce pas, de son état de santé. Mais au fond, c'est parce que, Donald Trump parle en tant qu'ancien président. Ça veut dire qu'il y a les réalités que lui, il connaît. Quand on est vice-président, on n'est pas président. Or, lui, il a été président et tout le monde connaît le bilan de Joe Biden, de Donald Trump. Si Donald Trump a été vomi, nous savons aussi qu'il n'a pas été vomi parce qu'il ne peut plus revenir. Et je vous dis que si aujourd'hui, les républicains pensent que Donald Trump peut porter leur étendard, c'est parce que, et je vous le dis, je crois que nous reviendrons ici en novembre commenter les résultats des élections. On en reparlera très certainement. Mais je vous dis, sur ce débat-ci, je voterai pour, n'est-ce pas, la prééminence de Donald Trump sur Kamala Harris. D'accord, Dr Cole-François, c'était votre avis par rapport à ce débat. On a eu John Mandel qui nous a fait comprendre que de son point de vue, il regarde des tendances du côté des États-Unis d'Amérique et c'est Kamala Harris qui est plutôt bien parti dans cette course à la magistrature suprême. Peut-être on va aller du côté du Bénin actuellement pour retrouver notre invité, Monsieur Yé Dafou. Dites-nous, vous qui êtes analyste géostratège, qui est bien lancé dans cette élection présidentielle entre Trump et Kamala Harris? Oui, effectivement, à l'issue de ce débat télévisuel, les commentaires vont bon train. Les appréciations
fusent de toutes parts. Et pour ma part, je peux vous dire que Kamala Harris s'est présentée dans l'étoffe d'une présidentielle. Elle l'a fait en prenant l'initiative, en prenant le devant, en prenant le lead, à travers un geste très simple. Dès le début de ce débat, de l'émission, elle s'est présentée Kamala Harris. Elle s'est levée, elle s'est déplacée de son pupitre, s'est rapprochée de Donald Trump et lui a tendu la main pour le saluer. C'est un geste, c'est le geste que les leaders font. Et ce geste a désorienté un tant soit peu son vis-à-vis dans le débat. Et cela a eu des impacts sur le débat. Mieux, ce geste a montré au peuple ou à tous les téléspectateurs qu'elle est capable de prendre le lead, qu'elle est capable de prendre l'initiative, quel que soit le challenge, quel que soit l'obstacle, quel que soit ce qui est en face de lui comme défi. Et ça, c'est important dans le jugement des électeurs pour choisir, pour décider d'aller voter pour Trump ou pour Harris. Et ça, c'est important, vraiment important. Vous voyez, depuis lors, tout le monde s'accorde pour dire « Ah oui, Kamala Harris a gagné le débat. » Parce que ce geste, elle a montré qu'elle a l'initiative, qu'elle peut prendre les devants. C'est important dans ce débat. Et cela a influé sur l'ensemble du débat. Influé même sur les prises de position. Juste après, vous avez vu les déclarations qui ont fusé et tout ce que cela comporte comme commentaire, comme réaction. Aujourd'hui, on peut dire à l'issue de ce débat, Kamala Harris a vraiment pris le devant, s'est vraiment montré qu'elle a l'étoffe pour, comme on le dit, faire le job. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Dr Cole François va revenir sur ce plateau rapidement avec vous parce qu'on doit également prendre l'avis de John Manding qui nous attend certainement. Il brûle de s'exprimer sur la question. Dr Cole François, on dit que Kamala Harris a démontré qu'elle a l'étoffe d'une présidente. Est-ce que vous partagez cet avis? La sémiotique politique voudrait qu'on analyse tous les faits et gestes à ce niveau. Justement. Alors, ceux qui préparent les candidats au débat, il y a quand même parmi eux des psychologues de la politique. On dit, ok, on connaît un peu le tempérament de Donald Trump, on sait à peu près comment est-ce qu'il prend les gens de haut, on connaît la brutalité langagière avec laquelle il s'exprime. Bon, quand tu vas arriver, voilà comment tu vas te comporter. Mais après cela, ce n'est pas ça qui va diriger les États-Unis. Je veux dire que les États-Unis ne se dirigent pas par les poignées de main, par les bonnes postures, par les bonnes initiatives. Parce que pour s'exprimer et orienter le sens dans lequel prendra l'ensemble de l'électorat américain, il faut donc aussi intégrer autant la politique nationale que la politique internationale. Docteur Cole François, est-ce que vous voulez, voilà, est-ce que vous êtes en train de balayer d'un revers de la main le débat qui a eu lieu le 10 septembre? Je vous ai dit que le débat entre simplement dans la tradition. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, faisons-le parce qu'on l'a souvent fait. Donc ça n'a pas d'enjeu pour vous? Mais je vous ai dit qu'il n'y a pas d'enjeu, puisque on n'a pas encore vu réellement quelqu'un qui, à travers un débat, a réussi à renverser la tendance. Puisque les Américains que vous voyez, c'est un peu plus difficile. Il y a des États comme l'Ohio. Oui. Quand vous voulez être président aux États-Unis, ce n'est pas les grands discours que vous allez mener dans les chaînes de télévision. D'abord, combien d'Américains regardent ça? C'est des instituts de sondage qui s'asseyent, qui commandent d'abord les débats. Quels sont ceux qui sont derrière les débats? Quels sont les leaders ou alors les lobbies qui sont derrière les débats? Et je vous dis,
chaque leader politique dans le monde aujourd'hui a une firme qui le soutient. Si vous décidez aujourd'hui, vous, Pythagore, d'être candidat à une élection présidentielle au Cameroun, et que des gens pensent que vous pouvez faire le job, des gens viendront vers vous en vous disant non, porte votre projet. Oui. Tout ce qu'on veut, c'est que soyez notre tête de proue. Alors, ce n'est pas aux États-Unis que vous allez gagner les élections parce que, d'ailleurs, nous avons souvent vu les Américains, c'est un sujet de ce qu'en Afrique, les présidents mettent longtemps à la magistrature, que les présidents africains ont atteint un âge, vraiment il faudrait qu'ils rajeunissent leur président, alors leur gouvernement. Oui. Mais on a quand même été surpris que Donald Trump, Joe, a été élu à l'époque, je crois qu'il avait 78 ans. Qu'est-ce que je veux par là? Je veux dire que les Américains ne regardent pas les choses comme nous on les regarde. À un moment donné, d'ailleurs, regardez depuis qu'ils parlent, est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils vont faire pour que la guerre finisse au Proche-Orient? Est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'ils vont faire concrètement? Si Kamala Harris peut faire quelque chose pour que la guerre s'arrête en Ukraine, ou alors que l'Ukraine remporte la guerre, pourquoi il ne donne pas le secret aujourd'hui à Joe? En tout cas, que Joe mette ça sur pied. Nous reviendrons justement sur les guerres, Dr Cole-François, justement après l'intervention de John Mandeng du côté des États-Unis d'Amérique. On va évoquer les questions des guerres abordées dans ce débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Alors avec vous, John Mandeng, je suis avec le docteur sur le plateau. John Mandeng, dites-nous, vous qui êtes aux États-Unis, votre avis personnel à l'issue de ce débat. Vous voyez qui remporter l'électorat en novembre prochain, Kamala Harris ou Donald Trump? Alors, d'un point de vue personnel, je dirais tout simplement que la course est bel et bien lancée. La course à la Maison-Blanche est bel et bien relancée, autant pour moi. Nous avons pu voir un Donald Trump constamment sur la défensive pendant ce premier débat. Il est apparu comme un homme du passé, un homme fatigué, un homme perplexe, à court d'arguments, constamment sur la défensive. C'est vrai que les deux candidats nous ont passé le temps à s'accuser mutuellement sur les thématiques clés de cette élection qui se sont longuement éternisées sur l'immigration et sur le droit reproductif. Et nous avons également vu au lendemain de cette élection des artistes comme Taylor Swift qui a endossé Kamala Harris. Et avec ça, le Parti démocrate a connu un bond de près de 30 000 nouveaux entrants en quelques heures seulement après cette annonce. Et donc, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la tendance est en faveur de la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris. Beaucoup reste à faire. Nous avons encore 54 jours devant nous et tout peut arriver. Je relèverai également que du point de vue des levées de fonds, le Parti démocrate, 24 heures après le débat, a levé près de 30 millions de dollars, ce qui est un autre record jamais égalé. Cela nous démontre encore une fois de plus que les Américains sont lancés à fond, sont vraiment intéressés par cette élection présidentielle. Voilà. Ça bavardait un peu ici sur le plateau avec Dr Cole-François. Nous suivions justement de près ce que disait John Mandeng dans son intervention. Et justement, je vais donner la parole au Dr Cole-François qui avait certainement des choses à dire par rapport à l'intervention de John Mandeng. Ok, moi, pas directement, je vais revenir sur la question que tu lui as posée parce que tu lui as demandé de façon personnelle ce qu'il pensait, n'est-ce pas, des conséquences de ce débat. Bon, il a raison de présenter le débat ainsi, mais on sent un peu un penchant démocrate dans ses propos parce qu'il dit, nous avons, après le débat, il y a eu une levée de fonds de 30 000 $, un record que nous avons. Ça veut dire que, quelque part, John, quand même, montre qu'il est un démocrate. Mais moi, je voudrais dire une chose. Je voudrais que nous sortions de notre
de notre intelligence, le fait que les Américains vont être surpris. Donc, c'est des gens, toutes ces choses qui se passent devant eux, c'est des choses qui sont travaillées. Et ils préparent les esprits et ils les orientent à leur guise. Vous comprenez? Oui. Quand Donald Trump a battu Hillary Clinton en 2016, les Américains sont levés, ont dit qu'il y a une puissance étrangère qui avait infiltré le système intelligent américain au point où il a. Après, on va vous dire que non, les tendances même ont été truquées. Ils sont capables de le dire après. Mais pourquoi ils le diront? Justement parce que la réalité à l'élection, les Américains décident souvent à la veille. Et vous allez voir que même dans la proclamation des résultats, souvent, on ne sort pas les résultats par hasard. On sort les résultats par État et ils vont vers les États clés. Ils savent que dès que les États clés ont donné la tendance et qu'on voit déjà de quel côté penchera, n'est-ce pas, l'électorat, ils alimentent des petits États et ils vous orientent, le candidat qu'ils voudraient avoir à la Maison-Blanche. Je ne peux jamais oublier le scénario de 2000, lorsque George Bush Jr. a été élu, mais je crois que c'était avec le nom m'échappe, je ne vais pas passer autant à le chercher, peut-être ça me reviendra. On a été obligés, tous les États-Unis, la grande puissance intellectuelle, technologique et quoi, je vais dire scientifique, ils ont été obligés de passer au décompte manuel pour déclarer George Bush Jr. vainqueur de l'élection présidentielle. Vous pensez que si les Américains arrivent à ce niveau pour déclarer un candidat vainqueur, c'est parce qu'ils savent qui doit porter la politique américaine. Je vous dis encore que si aujourd'hui Kamala Harris monte, quelle perspective pour la guerre au Proche-Orient? Donc c'est pour vous dire que on essaie de préparer nos esprits à accepter Kamala Harris. Mais je vous dis encore que quand vous regardez le magistère de Donald Trump, vous le comparez au magistère de Joe Biden, c'est deux magistères purement opposés. Nous reviendrons justement sur la question, Dr. Cole François. Vous savez que le temps va très rapidement, donc on doit évoluer dans notre débat. Et directement, je vous relance sur la question des guerres. On a vu lors de ce débat entre Kamala Harris et Donald Trump, la question des guerres a été mise sur la table, notamment le conflit russo-ukrainien qui nous intéresse dans cette édition, de par le positionnement de Kamala Harris qui librement a laissé entrevoir qu'elle soutient l'Ukraine. Et Donald Trump s'est plutôt érigé en homme de paix qui souhaite justement que la paix reviennent de ce côté-là. Au vu de la question des guerres, Dr. Cole François, avec vous d'abord, quelle est votre analyse justement sur l'électorat dans ce sens? Il est clair que, pour moi, je vais d'abord prendre un côté. Admettons que Kamala Harris prenne la tête et qu'elle réussisse à faire taire les armes au Proche-Orient et en Ukraine. Pour moi, ce serait une trahison. Ça veut dire qu'elle avait un secret. D'accord? Elle avait la stratégie, elle avait le projet, elle avait la stratégie, oui, pour mener à terme la guerre. Mais étant vice-président de Joe Biden, elle ne lui a pas donné le secret. Elle n'a pas demandé à Joe de la laisser aller à médiateur. Elle n'a pas demandé à Joe de lui donner la possibilité de s'exprimer, de parler devant. Je vous relance, Dr. Cole François, dans la prise de parole de la vice-présidente Kamala Harris. Elle a fait comprendre que jusqu'ici, elle a lancé une initiative à 50 pays dans le monde, justement, d'apporter le soutien à l'Ukraine et que c'est grâce à l'intervention de ces 50 pays que jusqu'ici, l'Ukraine reste un pays libre et indépendant, pour reprendre ces mots. Ok, nous le concédons. Nous, on a toujours su que l'Ukraine, c'est un cheval de Troie. Donc, elle ne nous apprend rien. On sait que l'Ukraine, aujourd'hui, tous les militaires ukrainiens sont morts depuis. Alors que les vrais Ukrainiens qui ont commencé la guerre, je crois en février 2022, sont tous morts. Aujourd'hui, ceux qui combattent en Ukraine, c'est les Français, les coopérants français, un peu des immigrés, un peu les gars qu'on ramasse en bord de mer là, on habille, c'est eux qui combattent. On sait. Donc, elle ne nous apprend rien. Sauf que ce n'est pas ça le problème. Il est question aujourd'hui que la guerre s'arrête. Mais l'Ukraine est devenue le nouveau terreau dans lequel les États-Unis ont voulu expérimenter quelque chose. Oui. Et donc, tout ce qu'elle dit, elle nous explique pourquoi jusqu'aujourd'hui, le Congrès américain n'a pas encore mis à disposition de l'Ukraine les moyens demandés. Ça fait quand même plus d'1 an et demi que l'Ukraine demande ses moyens, la collecte, tous les points sont faits, mais le Congrès américain n'a pas signé. Quelle est la garantie que nous avons? Que si Kamala Harris monte, le Congrès va libérer l'argent.
les moyens, parce que ce n'est pas seulement de l'argent. Oui. Quelles sont les preuves que nous avons? On n'a aucune preuve. Par contre, Donald Trump est un homme de paix. Et on sait que lors du mandat de Donald Trump, les États-Unis ont passé 4 ans sans qu'il y ait des coups de feu. On a même vu un rapprochement entre les États-Unis, la Russie, les États-Unis et la Corée du Nord. Justement, et Donald Trump dit également dans son discours, ou alors dans sa prise de parole dans ce débat, il dit « Je connais Donald Trump, je connais Vladimir Poutine, pardon, et je connais Volodymyr Zelensky. » Il dit « Ce sont des personnes qui m'écoutent et il est capable de les rassembler dans une même pièce pour justement trouver un terrain d'attente afin de sortir de ce problème. » C'était pour vous lancer. Moi j'achète. Je suis preneur de son discours. Parce que c'est lui qui paraît réaliste et c'est lui qui permet même de comprendre vers où est-ce qu'on va. Oui. Si on ne se limite que sur cet aspect, parce que, comme je l'ai dit au départ, on ne peut pas analyser la politique américaine en tenant un seul bout. Mais si on se limite sur cet aspect, si Kamala Harris monte présidente, je vous dis, elle sera obligée au moins dans les 2 prochaines années, jusqu'au décès de mi-mandat, de continuer la politique américaine actuelle au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Et si elle venait fort, Dr Cole-François, en faisant quoi? Prenons le cas où peut-être les fonds demandés par l'Ukraine soient débloqués. Est-ce que ça ne créerait pas sur le plan international quelque chose de vraiment délicat et très grave? Il faudrait d'abord nous expliquer à ce moment-là pourquoi est-ce qu'avec Joe Biden on n'a pas débloqué. Et maintenant si on débloque l'argent, ça veut dire que de façon officielle, les États-Unis auront pris parti. Or, vous savez aussi que la Russie et ses alliés, parce que des gens pensent que la Russie n'a pas d'alliés. Non, la Russie a beaucoup d'alliés même en Afrique. La Russie et ses alliés sont aussi en train d'observer les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas entrer dans cette guerre de façon brutale. Si aujourd'hui, même la France, on a vu, qu'est-ce qui fait tomber le gouvernement français en juillet? C'est justement la politique française, la politique extérieure de la France qui n'a pas plu aux Français. Ils se demandent qu'est-ce que les Français cherchent dans cette guerre qui ne les concerne en rien. Alors les Américains aujourd'hui ont ces mêmes problèmes. Je vous rappelle d'abord que l'Amérique est en train de passer les moments économiques les plus difficiles de son histoire. Et on sait à peu près l'avantage que l'Amérique avait souvent à déclencher les guerres dans les pays soit du Proche-Orient, soit du Moyen-Orient, soit de l'Afrique. Aujourd'hui, la donne change. Regardez seulement au Sahel. L'Amérique est incapable aujourd'hui de relancer la guerre. Pourquoi? Parce que ses alliés européens sur qui elle s'appuyait pour déclencher les guerres et exploiter les richesses, pour ça, en réalité, l'armée dans un État permet de sécuriser les frontières, c'est vrai, mais aussi un bras séculier qui peut se déplacer pour aller conquérir. Conquérir quoi? Les richesses dans les terres étrangères et ramener vers le pays d'origine. Aujourd'hui, les Américains sont incapables de pérenniser cette stratégie au niveau du Sahel. Au niveau du Proche-Orient, ça commence à être difficile. Ça tourne en rond. On parlait à Israël, Israël n'écoute pas. On parlait au Hamas, le Hamas n'écoute pas. On parlait au Liban, le Liban n'écoute pas. On a l'impression que la seule personne qui peut faire terminer la guerre au Proche-Orient, ce n'est pas les États-Unis, c'est plutôt Israël. On a l'impression qu'en Ukraine, la seule personne qui peut dire oui ou non pour que la guerre s'arrête, c'est Poutine. Maintenant, Poutine, quel intérêt aura-t-il d'arrêter la guerre aujourd'hui? Il faudrait qu'il y ait un autre interlocuteur. Et vous savez le désamour qu'il y a entre Trump, entre Poutine et Biden. Ça veut dire que même par simple orgueil, les Américains ne peuvent pas laisser que la politique de Joe Biden soit pérennisée. Puisque eux-mêmes veulent sortir de cette guerre. Mais ils ne veulent pas sortir par la petite porte. Ils voudraient sortir soit par des ententes, soit par des conciliabules, soit par des négociations, soit par des... Alors, Dr François, pour sortir rapidement sur la question, est-ce que vous pensez donc cette question de guerre va justement venir lancer Donald Trump dans sa candidature? Bien sûr, c'est même le nœud gordien de cette élection. Puisque aujourd'hui, il y a enlisement au Proche-Orient. Quand je fais que parle du Proche-Orient, vous savez que les Américains et Israël, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et au niveau de l'Ukraine, les Américains ont perdu l'Ukraine depuis le jour où Poutine a décidé de reconquérir l'Ukraine avec la guerre moderne qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Par contre, les États n'ont pas d'ennemis, puisqu'il y a quand même toujours un ambassadeur américain en Russie et il y a un ambassadeur russe aux États-Unis. Ça veut dire que sur le plan diplomatique, tout n'est pas rompu. Maintenant, il faudrait donc trouver des possibilités de reconquête. Au moins que chacun reste maître dans son précaré. Voilà pourquoi je pense que la problématique de la guerre, surtout en Ukraine,
sera tellement important. Il faudrait que Kamala Harris démontre par peut-être les discours ou par les faits que si elle devenait demain présidente des États-Unis, elle serait capable de renverser la vapeur. Mais seulement, ayant travaillé sur Donald Trump, sur Joe Biden, il serait difficile qu'elle puisse faire ce que Joe Biden n'a pas fait. Si elle réussit, ça veut dire qu'effectivement la politique américaine est devenue autre chose que la vraie politique que nous avons connue. Merci, Dr. Cole François, pour cette intervention. On va sortir de la première partie de l'After News. En allant du côté du Bénin, on a quand même un analyste géostratège de ce côté-là. Et c'est une question quand même de géostratégie et de géopolitique internationale. Je vous relance justement, monsieur Yé Edafou. Dites-nous par rapport aux prises de parole et aux interventions de Kamala Harris et Donald Trump, notamment sur la guerre qui sévit actuellement du côté de l'Ukraine. Quelle est votre analyse après les avis des deux candidats à l'élection présidentielle américaine? Oui, Pythagore, sur la question de la guerre, notamment celle qui oppose la Russie à l'Ukraine. On a tous vu et noté que Kamala Harris a pris position clairement pour s'allier du côté de l'Ukraine, pendant que Donald Trump opte pour la fin de la guerre. Cela se justifie simplement par la quête de l'électorat. Il faut que nous nous rappelions qu'il y a une forte diaspora ukrainienne en Pennsylvanie. Quelques 800 000 Ukrainiens en Pennsylvanie. Et la prise de position en faveur de la guerre, en faveur de l'Ukraine, par Kamala Harris, montre, c'est faire un geste, c'est attirer l'électorat, cet électorat qui n'est pas négligeable dans cette élection. Maintenant, que Kamala Harris, au-delà de cette prise, je vais dire, de position, de façon à attirer l'électorat ukrainien, d'origine ukrainienne, qui se retrouve en Pennsylvanie, c'est également une prise de position en faveur du lobby pro-armes, en faveur de l'économie de la guerre. Au-delà de cette prise de position, c'est une économie, c'est le lobby, c'est le lobby qu'il y a autour des fabricants d'armes. C'est à ce lobby que Kamala Harris s'adresse pour dire, moi, si quand je serai là, je ne vais pas interférer dans vos affaires. Vous serez toujours prospères. C'est cela. Pendant que Donald Trump, il opte pour la fin de la guerre, il dit clairement au lobby pro-guerre, mes chers amis, avec moi, vous n'avez plus d'avenir. Les lobbies, l'économie de la guerre n'a plus d'avenir quand je suis là. Il a déjà démontré, en optant pour le retrait de l'Amérique de certains champs de bataille, par exemple en Asie et autres, il a décidé clairement de mettre un terme de le retrait des Américains de cette. Ça veut dire que Trump n'est pas un vat en guerre. Et c'est un message clair que Kamala Harris a lancé avec moi. Ne vous attendez pas à la fin de la guerre. Nous allons soutenir la guerre. Merci beaucoup à notre analyste géostratégique, ou alors géostratège pour cette intervention qui était très importante. Je sais que le docteur Cole François veut revenir là-dessus, mais le temps ne nous permettra pas. On aura encore les occasions de parler de cette élection, puisque novembre n'est pas loin. Il y aura encore justement des rebondissements dans cette affaire. Pour le moment, mesdames, messieurs, je vous propose de marquer une petite pause avec cette transition. On se retrouve derrière
pour la deuxième partie de cette émission l'After News. Et moi, bien sûr, je sais que la dernière partie sera très chaude. J'ouvre mon bouton. À tout de suite. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est la deuxième partie de l'After News. Et en deuxième partie de cette émission, nous allons essayer de comprendre entre Kamala Harris et Donald Trump qui est favorable pour le continent africain. Mais avant de nous appesantir sur cette question, je vous propose de prendre ce reportage. C'est un reportage signé Pauline Otou. Un débat suivi par des milliers de téléspectateurs. Pendant 1h30, les candidats de la Maison-Blanche ont évoqué plusieurs sujets qui minent les citoyens américains. Au cœur de ces échanges entre Trump et Kamala Harris, la question sur l'immigration. Donald Trump en a fait son sujet majeur. D'ailleurs, le premier à évoquer le sujet a repris son habituel discours. Pour lui, les immigrants sont des envahisseurs. Il a martelé sur le fait que la violence est croissante dans le pays par le fait que les migrants sont de plus en plus nombreux sur le sol américain. Il les accuse notamment de voler des emplois occupés par des personnes hispaniques et des Afro-Américains. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. Des affirmations très vite recadrées et qualifiées d'extrêmes par le camp démocrate. Elles semblent pour le moins amuser la vice-présidente des États-Unis. About extreme. This is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans. His former Secretary of Defense has said the nation, the Republic, would never survive another Trump term. And when we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. Une source indique que Kamala Harris remporte ce duel avec 63% selon les sondages. This is, I think, one of the reasons why. Voilà, merci à Pauline Otou pour ce reportage. On va prendre la destination directe des États-Unis d'Amérique. On va prendre bien sûr notre invité de ce côté, John Mandeng. Dites-nous, on a suivi les différentes prises de parole des deux candidats sur la question de l'immigration. Est-ce que nous, Africains, au regard des interventions des uns et des autres, on devrait prendre position en fonction de ces avis? Dites-nous. Eh bien, je trouve un peu dommage et même dommageable que l'Afrique n'ait pas été mentionnée lors de ce premier débat présidentiel. Qu'à cela ne tienne, nous savons plus ou moins la position du candidat républicain, l'ancien président Donald Trump, quand il s'agit de l'Afrique. C'est une position qui n'est pas très prisée. Cependant, nous pouvons également dire que du point de vue de la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, elle est d'ailleurs l'une des personnalités américaines qui a visité le continent l'année dernière. Cela reflète donc son intention ou l'intention de l'administration américaine de s'engager en Afrique. En dehors des relations standards que nous connaissons et qui sont principalement axées sur le développement, entre guillemets, de l'Afrique, sur les droits de l'homme et j'en passe, nous pouvons quand même dire qu'au mois de mai de cette année, la vice-présidente a annoncé son intention d'aider l'Afrique à doubler l'accès à l'Internet pour 80% de la population africaine. Je crois que cela démontre à suffisance qu'elle est pour un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat qui n'assouvit pas les Africains, mais qui contribue effectivement à sortir le continent africain de l'enclavement économique et financier dans lequel il se trouve, et économique dans lequel il se trouve.
Merci John Manding pour cet avis. On comprend directement après l'intervention de John Manding que Kamala Harris a justement beaucoup d'initiatives à mettre en œuvre lorsqu'elle sera présidente de la République. Si cela arrivait en rapport avec le continent africain. Mais Dr Cole-François, je vais revenir vers vous sur le plateau, toujours sur la même question. Vous avez suivi les interventions de Kamala Harris et de Donald Trump sur la question de l'immigration, en gros sur la question des Africains. Dites-nous, est-ce que vous partagez le point de vue de John Manding qui laisse entrevoir que Kamala Harris serait favorable pour le continent africain au détriment de Donald Trump? Moi, je ne vais pas dire si je suis favorable, si je suis d'accord avec Papa Johnny ou pas. Mais je voudrais que nous revenions un peu sur terre. En 2008, un jeune président américain, un jeune avocat américain du nom de Barack Obama, descendant afro-américain, précisément du David du Kenya, de l'État du Kenya, devient président aux États-Unis. Les Africains ont fondé un réel espoir de voir un noir devenir président aux États-Unis. Nous étions tous convaincus que ce que le Cameroun, l'Afrique entière aura vécu pendant un demi-siècle dans ce qu'on appelait les moments post-coloniaux et ce que d'autres appellent la période néocoloniale, que l'Afrique sortirait de l'ornière et s'émanciperait. En 2010, nous avons connu la déchéance du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire de 2010-2011. En 2011, on a connu l'assassinat de Kadhafi. La déstabilisation de l'Afrique, c'est qui a donné naissance à tous les groupes rebelles, que ce soit Boko Haram, que ce soit Al-Qaïda aujourd'hui, qui ne laissent pas nos États tranquilles. Je voudrais rappeler que pendant cette période de l'histoire sombre de notre continent, le président qui fut le président américain à l'époque n'était personne d'autre qu'un Afro-Américain du nom de Barack Obama. Quand je refais ce rappel historique, c'est pour dire ceci. Et c'était un démocrate. Il y a un démocrate en plus. C'est pour vous dire simplement que les Américains, quand vous êtes déjà Américain, vous êtes Américain, tout ce que vous faites c'est pour l'Amérique. Le reste du monde ne compte que pour du beurre. Je prends cet exemple pour vous dire qu'est-ce que Barack Obama nous a apporté pendant son magistère. Barack Obama nous a mené l'homosexualité. Barack Obama nous a mené les mariages de même sexe et tout ce que vous pouvez imaginer tout autour de ces choses. C'est avec lui qu'on a eu la plus grosse conditionnalité en ce qui concerne les aides humanitaires. C'est-à-dire que pour que les États-Unis vous aident, il fallait que vous acceptiez, que vous signiez que... On se rappelle encore de l'anecdote entre Barack Obama et Mugabe, Robert, l'ex-président zimbabwéen de regretter mémoire. Vous comprenez? Je ne voudrais pas qu'on soit naïf ni dupe. Moi, je n'attends rien, ni de Kamala Harris, ni de Donald Trump. Ce sont des Américains. Tout ce qu'ils feront, si un jour, l'un d'eux, étant devenu président, venait dans nos États africains pour offrir 5 francs, 25 francs, une route, un hôpital, sachez qu'à la fin, c'est l'Américain qui gagnera derrière. Ce n'est pas nous qui les intéressons. Et Papa Johnny a parlé d'un partenariat et d'une collaboration gagnant-gagnant. On l'a vu où quand? Est-ce que vous pensez que les États-Unis, s'il fallait que cela soit ainsi, ce n'est pas le premier président, je vais dire, Kamala Harris, ce n'est pas la première candidate démocrate. Elle n'est pas le premier président démocrate. À quel moment est-ce que, même dans la GOA, les États-Unis n'ont pas signé comment on appelle ça, les contrats de la GOA, les conventions de la GOA avec tous les pays de l'Afrique, en fait, de l'Afrique tout entière. Ils sont ce qu'on appelle les discriminations. Quand on n'acceptait pas de légaliser l'homosexualité, on ne vous donnait pas ceci. Lorsque vous n'acceptez pas ils estimaient que pour les chefs d'État que vous avez voté 1, 2, 3 fois avec des millions, ils n'acceptaient pas. Ils sont allés vers les États vers lesquels ils pensaient avoir la même mise. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, par exemple, au niveau du Sahel, les vrais Africains sont en train de sortir du joug américain. En se disant, nous sommes capables, par nos propres moyens. Je suivais encore une analyse aujourd'hui dans une chaîne de radio au Cameroun qui disait que les retombées du fait que les pays du Sahel soient en train de vendre leurs produits du sous-sol de par eux-mêmes et en train de booster leur économie. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un vient dans votre État
il vous dit que le pétrole que vous avez, c'est moi qui fixe son prix, moi l'acheteur. Votre cacao, c'est moi qui fixe le prix. Et après on vous dit non, vous parlez d'état d'égal à égal. Lorsqu'on met sur un côté de la balance, un plateau, un état, de l'autre côté, on met tout un continent avec 54 états. Et on ose vous dire qu'on parle d'égal à égal. Donc vous avez d'un côté un chef d'état, de l'autre côté 54 chefs d'état, et on estime qu'on parle d'égal à égal. Non, moi je pense que c'est l'occasion où jamais les Américains, moi je pense, qui ne devaient rien faire pour l'Afrique de façon ouverte. Qu'ils fassent des débats politiques, qu'ils fassent des discours politiques. Donald Trump est un homme vrai. Il ne fera rien pour nous. Il ne fera rien pour ses voisins latinos. Il ne fera rien pour les Africains ni pour les Arabes. Il ira là où les Américains trouveront leurs intérêts. Et il a toujours dit, Renda America Great Again. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'Américain qui doit être grand. C'est l'Amérique qui doit être mis en saillie. Ce n'est pas vos besoins. Et vous ne les intéressez pas. C'est pour ça que les Américains, quand ils mettent les guerres, ils tuent sans réfléchir, sans compter. Parce qu'à la fin, il faudrait qu'ils ouvrent les couloirs au travers desquels ils vont exporter le pétrole, ils vont exporter l'or, ils vont exporter toutes ces richesses que vous avez dans votre territoire. Donc pour moi, que ce soit Kamala Harris, que ce soit Donald Trump, je le sais, parce qu'eux-mêmes le savent. D'ailleurs, quand vous regardez le discours de près d'une heure, il y a eu combien de minutes consacrées à l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont fondamentalement dit pour l'Afrique? Ils ne feront rien. Et on le sait, puisque voilà Joe Biden qui a des partis. Qu'est-ce qu'il a fait fondamentalement pour l'Afrique? Il n'a rien fait du tout. Sauf si moi, je n'ai pas remarqué. Les bourses scolaires, ils ont ouvert les hôpitaux. Kamala Harris a dit qu'elle a fait entrer près de 2 millions de migrants aux États-Unis. Parce que c'est la main d'œuvre. Mais est-ce qu'il est dans les papiers dès qu'ils entrent? Ils viennent comme Donald Trump a dit, ils viennent manger les chats et les chiens. C'est tout. Ce n'était pas peu dur, justement, cette affirmation de Donald Trump. Il est américain. Oui. Lui, il est américain. Lui, quand il le dit, il est un ancien chef d'État. Donc, vous préférez un Donald Trump franc et honnête. Mais puisque même camarade dit que Donald Trump, dès quel monde a fait ce que Donald Trump a dit. Sinon, regardez en France. Vous avez vu la montée du RN. Mais à la fin, pourquoi on n'a pas donné la possibilité au RN de devenir? Vous avez vu les gens désister. C'est-à-dire que là, avec la triangulaire, les gens acceptaient de se désister parce qu'il fallait donner la chance, n'est-ce pas, soit aux opposants du RN de l'emporter. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est là. Tout le monde a peur. Tout le monde voulait prouter son État. Donc, Kamala Harris, elle, dans la même logique que Donald Trump, la preuve en est que son mentor qui s'est retiré a fait exactement ce que Donald Trump a dit. Ils n'ont rien fait pour l'Afrique. Même les Latinos qu'ils ont laissé entrer, c'était pour leur bien passer. C'était une main d'œuvre qui venait travailler pour les Américains. Merci, Dr Cole François. On va sortir de cette émission avec cette dernière intervention, justement, de notre analyste géostratège, journaliste du côté du Bénin. Dites-nous, on a vu la gouvernance de Donald Trump quand il était président des États-Unis d'Amérique, mais on a vu également la gouvernance de Joe Biden et on ne cesse de le dire, Kamala Harris est vice-présidente sous l'ère Biden. Au vu des deux gouvernances aux États-Unis d'Amérique, qui des deux candidats aujourd'hui devrait, je préfère utiliser le terme, bénéficier de l'approbation du continent africain? Pythagore l'a dit, cette question m'amuse un peu. Qui devrait bénéficier de l'approbation des Africains entre Trump et Harris? Ça m'amuse parce que, plus sérieux, le président américain est d'abord élu par les Américains et pour les Américains. Et il est élu pour défendre les intérêts américains. Là où il y a les intérêts américains en Afrique, ils vont les défendre. Même au prix de la guerre. En matière de géopolitique, il n'y a pas d'amis. Quel est l'intérêt pour l'Afrique de voir un Trump ou un Harris au pouvoir? Ça, nous devons chercher à comprendre. La géopolitique profonde des Américains. Qu'est-ce que l'Afrique apporte à l'Amérique? Et qu'est-ce que l'Amérique apporte à l'Afrique? Ça, il faut que nous commençons par regarder cela. Un président américain apportera quoi à l'Afrique? Si ce n'est pas aller venir défendre les intérêts des Américains en Afrique. Ok,
Aucun pays n'aide un autre pays. Et je voudrais que nous, Africains, on commence par voir les choses autrement. Qu'on regarde les choses autrement. Que Trump soit au pouvoir ou Harris soit au pouvoir, cela ne changera rien en Afrique. Parce que quel que soit celui qui est là, c'est l'intérêt d'abord de l'Amérique. Rien que l'intérêt de l'Amérique. Donc nous, Africains, revoyons pour notre perception de qu'est-ce qu'un président américain peut nous apporter. Moi, je préfère plutôt qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'Amérique pour discuter d'égal à égal. Et pour cela, il va falloir que l'Afrique se retourne vers ses valeurs intrinsèques. Oui, nous avons intérêt à revoir notre façon de percevoir les choses. Où sont nos intérêts? Aujourd'hui, ils s'en foutent de l'Afrique. Ils ne sont pas élus pour l'Afrique. Que les Africains approuvent ou pas l'élection de Trump ou de Harris, ça change quoi dans la politique intérieure ou dans la politique extérieure des Américains? Seuls les intérêts comptent. Et je voudrais que, autant que nous sommes, nous ayons cela en regard. Et chaque fois qu'il y ait élection, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, qu'on se dise toujours le candidat ou les candidats en liste peuvent quoi pour nous? Et quel intérêt, quel lobby les porte? Si on a un candidat pro-guerre qui gagne les élections, ça va apporter quoi à l'Afrique? Si ce n'est encore l'aggravation des désolations telles qu'on assiste en RDC, dans le Sahel et un peu partout. Seuls les intérêts des États comptent. Et à nous maintenant, Africains, de travailler pour nos intérêts, pour savoir où se trouvent nos intérêts et les défendre. Sur cette question, je ne vais pas trop épiloguer. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup à toi, Pythagore Lakouji. Et merci à nos co-panélistes. Merci beaucoup à vous également, Monsieur Yé Dafou. Vous êtes journaliste, analyste géostratège du côté du Bénin. Merci beaucoup d'avoir intervenu dans le cadre de cette émission. Votre intervention était riche en couleurs. On va remercier également celui-là qui s'est présenté pour la deuxième fois dans cette émission l'After News. Il s'agit de John Mandeng, qu'on appelle affectueusement Papa Johnny. Il est du côté des États-Unis d'Amérique. Son intervention a été d'un grand apport pour nous dans le cadre de cette émission. Et sur notre plateau, bien entendu, notre consultant permanent, le docteur Cole François. Une fois de plus, merci docteur. Merci Pythagore. Vraiment, je voudrais saluer chaleureusement nos deux co-panélistes qui nous accompagnent dans cette émission. Vraiment, c'était du nectar. Merci à tous ceux qui nous ont prêté leur aimable attention cet après-midi. Voilà, et je pense qu'il est temps pour moi, justement, de remettre le bouton de ma veste. Le débat était houleux, mais nous sommes sortis de ce débat. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, très certainement, pour une autre édition de l'After News. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et passez surtout un excellent week-end en compagnie des programmes de Global LTV qui se bousculent. Bonsoir.